Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 10 juin 2025. Les consultations électorales de 2026 continuent de faire objet de grande attention au niveau de l'opinion qui jusque-là ne voit presque rien se dessiner, en tout cas pas sous la forme à laquelle elle était habituée. Les tractations et les stratégies sans doute se peaufinent dans l'ombre, mais toujours est-il qu'au finish, les candidats, sinon les partis politiques, devront se conformer aux exigences du code électoral. Les dispositions de la loi établissent qu'il faut en moyenne 20% des suffrages valablement exprimés dans une circonscription électorale avant de prétendre au partage des sièges. Un défi à relever dans chacune des 24 circonscriptions électorales. L'exercice est quelque peu complexe, très contraignant et s'apparente à une mission très difficile, mais que beaucoup estiment possible. Le code prévoit d'ailleurs une ouverture aux partis qui le souhaitent et qui auraient préalablement déposé avant le vote un accord de coalition parlementaire à la Sénat. Le procédé permettra de faire la somme des suffrages mobilisés par les partenaires à l'effet d'avoir les 20%. Les interprétations et les commentaires sur cette portion du code électoral continuent d'alimenter les discussions et les débats publics. Nous, ce soir, dans l'info continue, on examine un peu la capacité des partis politiques en lice à relever le défi des 20% par circonscription électorale. En plateau ce soir, nous sommes avec Prudent Nasserou, directeur de la radio Compagnie Cité. Prudent Nasserou, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir aux téléspectateurs. Allez, on va commencer le débat parce que tout à l'heure va nous rejoindre Jules Léandre Kitty. Il est chroniqueur politique. Il fera le débat avec nous tout à l'heure. Allez, d'entrée comme ça, quel commentaire cela vous suscite, cette affaire de 20%, Prudent Nasserou? Non, les 20% constituent une disposition du code électoral. Ça traduit la volonté du législateur de créer un double degré de seuil de représentativité. Parce que avant les 20% et exigé au niveau de chacune des 24 circonscriptions, il y a le seuil de représentativité au plan national qui est d'abord de 10%. Et quand on croise un peu cette volonté du législateur d'avoir un double seuil de représentativité, on comprend qu'il y a une volonté farouche de renforcer l'ancrage des partis politiques et d'asseoir leur représentation ou représentativité nationale, même si cela me semble pas vraiment objectif. D'accord. Alors pourquoi vous trouvez que ce n'est pas objectif? Oui, ce n'est pas objectif parce que le député est élu dans une circonscription électorale. Et donc la circonscription électorale constitue pour moi l'identité législative. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc le député élu devient député de la nation. À partir du moment où la circonscription électorale est l'espace électif, pourquoi alors exiger que une liste, par exemple, qui aurait gagné dans plusieurs circonscriptions électorales, in fine, ne puisse produire ou pouvoir à des sièges de députés élus au motif que sa liste n'a pas été plébiscitée à hauteur de 20% dans les autres circonscriptions. D'accord. Et la chose a été déjà observée au niveau donc des conseils communaux, parce qu'il vous souviendra, pour 2020, qu'à l'aune des élections communales de 2020, le législateur, en relisant le code électoral, a expressément indiqué que les listes majoritaires l'emportaient au niveau donc de leur commune, dans la désignation des chefs d'arrondissement, ce qui me semble vraiment incongru, dans la mesure où c'est l'arrondissement qui constitue la circonscription électorale. Et dès lors que les électeurs plébiscitent une liste au niveau de l'arrondissement, en principe, que cette liste obtienne ou non la majorité, en principe, le chef d'arrondissement devrait être issu de cette liste-là pour exprimer la volonté populaire. La circonscription électorale étant l'espace électoral par excellence. Donc, je crois que c'est cette volonté de conforter les partis politiques qui ont obtenu la majorité qui les députés ou les législateurs qui aujourd'hui renforcent
le seuil de représentativité à travers d'abord les 10% au plan national exigibles pour l'attribution des sièges et deuxièmement maintenant ce seuil de représentativité où il est fait obligation à chaque liste d'avoir 20% dans chaque circonscription. Donc, quand on fait le calcul, les listes qui ont obtenu le plus de voix peuvent être défavorisées du fait qu'elles auraient perdu les 20% dans certaines circonscriptions. Allez, on va poursuivre le débat, le temps que Jules Léandre Kitty nous rejoigne par ici. Alors, comment vous voyez cette épreuve pour les partis politiques? Parce que l'affaire de 20% devient un carrefour plus ou moins incontournable pour les formations politiques en lice. Le législateur lui-même n'est pas sûr de cette barre élevée à ce niveau de 20%. Ah bon, pourquoi? Les résultats électifs antérieurs confortent les listes de 15, 18, 10%, tout ça. Oh, d'accord. Et malheureusement, on renforce cette représentativité-là au niveau de 20%. C'est d'ailleurs pour ça que malgré que la charte des partis politiques interdise l'alliance des partis politiques, ici on a parlé d'accord de gouvernance, qui me semble être une trouvaille, voilà, donc une trouvaille juste pour contourner cette difficulté-là, parce qu'on sait pertinemment qu'en mettant la barre à 20%, aucune liste ou beaucoup de listes qui se hasarderaient à aller seules risquaient de ne pas pouvoir les réunir dans les 24 circonscriptions. Or, qu'est-ce qu'on recherche à travers une élection? Ce qu'on recherche à travers une élection, c'est la volonté populaire, la question de la représentativité des électeurs, qui donnent un mandat aux élus pour les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, le critère pour moi ne doit pas être un critère éliminatif, mais plutôt un critère de représentativité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue par dire qu'entre la volonté du législateur de renforcer les partis politiques et la volonté souveraine de l'électeur, il y a, me semble-t-il, une discrimination qui est faite à l'électeur. D'accord. Quand vous observez les réalités, que vous fassiez avec cette comparaison que vous faites avec les dernières élections, notamment les élections de 2023, les législatives, en effet, et comment pensez-vous que les partis politiques parviendront à relever ce défi? Non, si on s'en tient aux élections de 2023, et même de 2020, on peut dire que... 2020 pour les communales et 2023 voilà, pour et les 2023 pour les législatives. On peut quand même dire que les partis auront du mal, seuls, à pouvoir avoir les 20% au niveau de toutes les circonscriptions électorales. Sans compter que les élections de 2026 seront des élections spéciales, dans la mesure où ça vient consacrer la fin, je dirais, de la gouvernance du président Patrice Talon, qui a gagné les élections en 2016 et qui, du point de vue, je dirais, de la plupart des électeurs, avait les coudées franches pour régner sur le Bénin pendant 10 ans. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par le désintérêt de beaucoup de citoyens à participer aux élections. Comme on l'a constaté en 2019, le taux de participation était faible, en 2020 aussi, et même en 2023. Donc, je crois quand même qu'il y a une masse critique d'électeurs qui n'a vraiment pas voté lors de ces différentes élections qui, en 2026, compte tenu des enjeux et surtout de cette question d'alternance au pouvoir, va sortir pour aller voter. Et donc, le taux de participation, ma foi, va s'améliorer. Un défi. Va s'améliorer. Maintenant, est-ce que ces électeurs-là seront dans, je dirais, la valorisation des acquis prétendus par les soutiens du chef de l'État et les dinosaures qui l'entourent, qui voudront pérenniser ces acquis, ou accorderont-ils ces électeurs-là une confiance aux forces de l'opposition ou aux partis de l'opposition pour rompre avec cette gouvernance? La question mérite d'être posée. L'analyse que je suis ne veut pas se hasarder à pencher pour un temps. Mais ce qui est certain, je pense que le taux de participation va s'améliorer du fait de l'enjeu de ce scrutin ou de ces scrutins de 2026. Et sur quel levier s'appuyer? Sur quel levier, selon vous, les populations pourront s'appuyer au-delà de cette question de taux de participation? Oui, les Béninois sont très attachés à leur démocratie. La maman qui vend de la tomate dans un marché quelconque, même si elle n'est pas lettrée, elle sait qu'elle doit pouvoir décider de qui sera le prochain président de la République.
beaucoup d'activistes vont s'engager dans ces élections sans compter les acteurs politiques eux-mêmes. Donc, les élections de 2026 ne seront pas les élections de 2023 ou de 2020 et même de 2019. Maintenant, le jeu va se jouer à plusieurs niveaux. D'abord, les partis politiques auront un grand challenge à réussir les castings. Les castings, c'est-à-dire les candidats qui vont porter les listes au niveau de chacune des circonscriptions. D'abord pour les communales et municipales et après pour les législatives. Parce qu'il ne s'agira pas de positionner des gens qui ne sont pas intégrés aux préoccupations des populations. Ça, c'est le premier défi pour les partis politiques. Après, il sera question pour les électeurs, justement, de trancher entre la reconduction des soutiens du régime oui. Qui aujourd'hui assume les acquis. Oui, leur bilan en quelque sorte. Leur bilan, oui, justement, les forces qui soutiennent l'action du président. Et après, il s'agira pour les électeurs de trancher. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y aura un gros défi. Le gros défi, c'est que les forces de la mouvance présidentielle puissent maintenir cette cohésion apparente jusqu'aux élections. Jusqu'aux élections législatives. D'accord. Pourquoi parlez-vous de cohésion apparente? Qu'est-ce que vous soupçonnez à ce niveau? Qu'est-ce que vous laissez entendre? Il ne faut pas perdre de vue qu'au niveau des formations politiques qui soutiennent aujourd'hui l'action du président de la République, il y a des courants et des clans. D'accord. Et ces courants et des clans émergent, je dirais, des rapports fraternels, historiques, séculaires, tout ça. D'accord. Mais en même temps, nous savons que vous croyez que cela s'éclate? Ces partis couvrent des conflits, des crises internes, fracticides, qui ne disent pas leur nom. Le jeu de leadership qui risquent d'éclater au grand jour, surtout si on n'arrive pas à réussir la désignation du duo candidat. La désignation du duo candidat, me semble-t-il, va être le test, bien sûr, va être le test qui risque de... je dirais, péricliter la cohésion au niveau de ces formations politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Parce qu'il y a que, jusque-là, rien ne pointe à l'horizon sur les critères et je dirais, l'aval pour la désignation de ce duo candidat à travers des primaires ou même à travers des jeux de cooptage. Pour le moment, c'est l'omerta totale. Et donc, puisque ce duo candidat sera connu 6 mois avant le premier scrutin donc, de janvier 2026, on comprend bien que ça risque justement de désorganiser cette cohésion. De créer une zizanie si la désignation ou les désignations n'étaient pas consensuelles. D'accord. Alors, il y a que dans votre développement tout à l'heure, vous évoquez cette affaire de coalition parlementaire parce que le test électoral prévoit qu'il y a possibilité pour des formations politiques qui le désirent, n'est-ce pas, de faire un accord parlementaire qu'ils doivent déposer en amont, donc avant les élections, au niveau de la commission électorale nationale autonome Sénat. Il n'y a que ce sujet fait objet de grands débats également. Ça fait grand bruit dans les milieux, au niveau de la classe politique. Est-ce que ça a une raison d'être? Non, c'est de la tricherie, tout simplement, il faut le dire. Puisque quand vous lisez la charte des partis politiques, la charte interdit la fusion. Et qu'est-ce qu'on ramène en disant accord de gouvernance à déposer en amont? Les partis politiques ont des lignes idéologiques claires. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, même les partis politiques de la mouvance soient de la même idéologie. Si c'était le cas, elles devraient fusionner et fondre. Donc, dire expressément que les partis pourraient aller en accord parlementaire et déposer le document au niveau de la Sénat avant les élections pour pouvoir capitaliser leurs résultats dans les circonscriptions électorales afin de pouvoir, je dirais, satisfaire aux critères. Enfin, ce deuxième critère de 20% me semble une tricherie. Mais on n'est plus, je dirais, dans ce cas de figure, puisque la loi est votée, elle est promulguée. Et s'impose à tout le monde. En tout cas, jusqu'au moment où les acteurs décideront, à l'aune des tests sous-régionaux et des prescriptions, je dirais, en la matière, de le retoucher. D'accord. Mais il y a une partie dans le débat qui peut-être ne revient, qui ne revient pas, comment dire, une partie à laquelle beaucoup ne font pas allusion. Est-ce que vous pensez que systématiquement, les partis soutenant la mouvance présidentielle pourront directement eux aussi faire cet accord de coalition que le code électoral prévoit? Ce n'est pas systématique. Ça veut dire qu'à tout moment, un peu comme vous dénoncez cette question de cohésion, il peut y avoir
peut-être de malentendus et puis ne vont pas s'entendre sur les questions de coalition, d'accord de coalition parlementaire. Bien entendu, il y a un piège qui guette les formations politiques, aussi bien de la mouvance présidentielle que justement celles qui se retrouvent et se réclament aujourd'hui de l'opposition. Parce que c'est un saut dans l'inconnu. Ce critère de 20% est un saut dans l'inconnu et la décision reviendra au peuple souverain électeur. Aucun parti politique aujourd'hui ne peut se prévaloir de sa capacité à réunir les 20%, même si les résultats confortent, les anciens résultats ou les résultats des dernières élections confortent les partis représentés au Parlement qui soutiennent l'action du chef de l'État. D'accord. Alors, Jules Léandre Kiti nous a rejoint. Finalement, il a eu à traverser, je dirais, les obstacles en termes de circulation quelque peu abondantes ce soir. Jules Léandre Kiti, bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment de vous être... Prudent Nassé. Voilà, merci de vous être montré disponible en dépit de tout. Alors, je vous prends comme ça. Quelle lecture vous faites, je dirais, de cette affaire de 20% qui continue de faire objet de débat au niveau de la classe politique, parce qu'il y a 20% à voir au niveau des circonscriptions électorales par les partis politiques avant de prétendre au partage des sièges. Mais ce que je pense, je ne l'ai que trop dit. Je pense que des gens... Il y a eu une réforme qui a été proposée par un régime qui a le droit constitutionnel de le proposer. Il y a eu un Parlement qui l'a adopté, et puis, pour ça, je précise cela à l'intention de tous les acteurs politiques. Ça dit que cette réforme, les lois qui organisent cette réforme-là sont passées par le contrôle de constitutionnalité, ont été promulguées. Ça veut dire que c'est des lois à appliquer. D'accord. Ce que je pense, ce que je suis en train d'observer et qui me fait sourire un peu, c'est que, et je vous l'ai déjà dit une fois, les acteurs politiques qui vont passer trop de temps à réfléchir, à s'interroger sur ce qui leur arrive, vont être surpris. Ce que je pense, c'est qu'on demande aux acteurs politiques, aux partis politiques aujourd'hui, de travailler 2-3 fois plus qu'ils ne le faisaient avant, de montrer leur capacité, leur force de mobilisation. D'accord. Tout compte fait, les 20%, même si ça paraît extraordinairement difficile à atteindre, ce n'est pas impossible. Sur les 14 millions de Béninois, ceux qui ont proposé la réforme ont dû observer que le nombre d'électeurs qu'il y a ou de population en âge de voter, sur ça, des partis politiques, au moins 2, au moins 3, peuvent atteindre ce seuil-là. À chaque parti politique, d'aller redéfinir ses stratégies et pour faire, comme je vous l'ai dit une fois, de la consultation gratuite pour les gens, c'est qu'il faut se priver de sommeil quand on est leader politique aujourd'hui. Il faut, dans chaque circonscription électorale, aller trouver la meilleure personne qui, comme on le dit en fond, dont la parole tout mouche. Dans d'autres langues, il y a des adages comme ça. On dit, aujourd'hui, le sens du leader politique va être réaffirmé, c'est-à-dire c'est celui qui draine le monde, c'est celui dont la crédibilité communautaire permet d'avoir l'adhésion des populations. Vous faites de mauvais casting, de mauvais positionnement aujourd'hui, vous le payez cash, même dans les brèches ouverte par la loi à travers les accords de cet accord tout à l'heure, quand j'écoutais Prudent Nassé, il estime que c'est une forme de tricherie. Pourquoi les partis politiques ne doivent pas aller directement, n'est-ce pas, s'évaluer dans les différentes circonscriptions électorales et s'en sortir avec les 20% qu'exige le code électoral? Vous avez la même lecture? Non, je ne pense pas que ce soit une forme de tricherie. Je pense que c'est simplement que le législateur a été raisonnable en disant on a mis la barre très haut et puis au même moment la définition d'un parti politique ce n'est pas que la valeur d'un parti politique, ce n'est pas que à l'aune du nombre d'élus obtenus au détour d'une consultation électorale. Il y a que des partis politiques existent qui n'ont pas les mêmes tailles. Il y a d'autres qui travaillent sérieusement à animer la vie politique, mais qui peuvent se retrouver à avoir peut-être 10% dans une circonscription électorale et qui, de par leur courant politique, se sentent proches. Alors quand vous parlez de courant, ça m'envoie un peu vers l'idéologie des formations politiques. Quelle logique y a-t-il quand des partis politiques se mettent ensemble alors qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies? Mais c'est vous qui dites qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Ce qu'il faut interroger. Pour moi, quand des gens sont ensemble, c'est qu'ils partagent... Vous estimez qu'une fois qu'ils se mettent ensemble, c'est qu'ils sont parvenus à harmoniser leur idéologie? Absolument. Et donc, si le législateur leur permet, en amont, et c'est là où le législateur a
été cohérent. Oui. C'est-à-dire que l'accord ne se fait pas quand vous allez vous casser la tête. C'est-à-dire que c'est avant d'y aller que vous-même vous évaluez vos forces et vous savez que le risque existe que vous n'ayez pas dans les 24 circonscriptions électorales les 20%. Et donc, ceux qui vont atteindre les 10% de l'électorat ou du suffrage exprimé, s'ils sont en accord, un accord parlementaire avec un autre parti politique, ils peuvent mettre leur suffrage, leur point ensemble pour pouvoir lever des sièges à ce niveau. Parce que là aussi... Prudent, je voudrais vous écouter sur cette partie. La logique qu'il y a un peu, ça, parce que Julien de Kéti trouve qu'il y a un peu de logique. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a de logique lorsque des formations politiques qui se présentent un peu partout comme, je dirais, maîtres de leur idéologie, donc des courants idéologiques différents, finissent par se mettre ensemble? Il y a quelle logique à ce niveau? L'inconséquence du législateur béninois participe de cette dichotomie entre sa première volonté, traduite dans la charte des partis politiques, à interdire les alliances de partis politiques, qui aujourd'hui, à l'aune de la relecture de ce code, se trouve entériné à travers un jeu de mots. Accord accord parlementaire. De coalition parlementaire. C'est une forme d'alliance qui ne dit pas son nom. C'est une forme déguisée, vous pensez? Bien sûr, c'est une forme déguisée d'alliance. Même si Léandre Kéti n'a pas la même appréciation. Mieux. Quand un parti A a recueilli peut-être 12% dans une circonscription électorale et qu'un parti B, en alliance ou en accord parlementaire avec ce parti, a recueilli 8%, ça leur fait les 20%. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Mais au fond, je suppose que la circonscription, c'est 5 sièges. Oui. Un parti va prendre 3, un autre parti va prendre 2. Oui. Quand ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale, il y aura la logique de la minorité et de la majorité. D'accord. Ces députés-là ne sont plus du même courant. Or, la volonté de l'électeur, c'est de confier son suffrage à une liste parce qu'il s'identifie à cette liste électorale. Donc, ça pose un problème de lisibilité de législature, dans mon sens. D'accord. Alors, voici le problème de lisibilité. On se dit à quoi ça sert vraiment quand on se met ensemble, juste parce qu'on court derrière les sièges et qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, on peut aller se chabailler, on peut aller peut-être se convertir en opposant et autres, alors qu'en allant, je dirais, à la quête des sièges, on avait présenté pratiquement soit de la mouvance, en tout cas, bref, on a présenté presque les mêmes dossiers. Non, je pense que je voudrais d'abord rectifier quelque chose avant d'insister sur le fait que je n'y trouve pas de la tricherie. La première chose à rectifier, c'est que tout à l'heure, Prudent était en train de dire que si un parti A a 12% dans une circonscription électorale et que dans la même circonscription électorale, un autre parti B a 8%, ils peuvent mettre ça ensemble. Non, la loi dit qu'il faut que les deux... Je suppose que les deux... Oui, c'est le 10%. C'est-à-dire que il y a le premier critère de base, il faut forcément avoir 10%. Donc, les deux sont en accord. Le parti politique, d'accord, qui a 8%, son suffrage ne va pas servir. Non, il est en accord de gouvernance. Il est en accord parlementaire. Ça fait les 20%. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut voir un autre avantage, c'est que les gens sont... on est dans un processus. Vous savez, le débat a été fait à l'Assemblée nationale également. Les partis sont représentés là-bas. Pour dire pourquoi on parle... Déjà, quand on était à 10% de seuil, il y en a qui criaient, qui disaient que c'était trop fort. On en a éliminé suffisamment. Très bien. Alors, quand on va de 10 à 20, il y a une frange de l'opinion politique qui dit mais il faut aller progressivement. Je suis d'accord. Ça fait trop fort. On aurait pu me ramener à 5. Alors, le législateur se dit, il faut ouvrir quand même une petite brèche. Le débat qui a été fait, c'est quoi? C'est de dire, vous pouvez être le plus grand parti du Bénin. C'est 24 circonscriptions électorales. Imaginez que sur 23 circonscriptions électorales, vous avez dépassé le seuil de 20%. La dernière circonscription électorale, vous avez 23, vous avez 19,99%. de 20%. Et puis vous avez tout perdu. On va encore plus pénaliser l'électeur, justement. Qui, la grande partie de l'électeur va se dire, mais moi j'ai voté majoritairement pour ce parti. Un peu comme ce qui s'est passé à Porte-Nouveau. D'accord. Vous voyez, quand ça s'est passé dans les régions comme Porte-Nouveau, déjà dans ce microcosme-là, vous voyez ce que ça a posé comme un problème de conscience. C'est un peu comme si on est dirigé par quelqu'un qu'on n'avait pas choisi. Très bien. Alors, que cela arrive à une échelle plus grande, d'accord, au plan national, un parti qui est reconnu par la majorité des Béninois comme étant le parti dominant, qui ne puisse pas lever des sièges, et puis dans des régions où le parti a eu 100% des sièges, par exemple,
qu'on soit obligé d'amener des partis qui n'en ont pas du tout eu, qui, parce qu'ils étaient dans des alliances ou des accords parlementaires, puissent le prendre, ça peut poser un problème. Pour moi, c'est une dynamique d'ensemble. Peut-être que dans la révision, dans les révisions prochaines de ce code-là et de cette charte, on en arrivera. Vous attendez vraiment à une révision prochaine du code électoral? Ah, mais moi, je parle d'un principe juridique basique. Oui. Toute loi, même la loi fondamentale, le jour où on élabore la loi, on l'adopte, elle est promulguée après consultation de la Cour constitutionnelle, on y a mis la possibilité de révision, pourvu que ça se fasse. Vous voulez réagir? Non, ce que je voulais compléter, c'est que j'ai mal à la place du législateur, parce que le législateur veut régler les problèmes politiques à travers les lois. Or, l'esprit des lois participe du fonctionnement de la cité et, je dirais, du maintien même de l'équilibre démocratique. Et les principes sont universels, on n'a pas besoin de les inventer. La question, par exemple, de seuil de représentativité, elle a été réglée sous beaucoup d'autres tropiques. Et pourquoi le Bénin ne pouvait-il pas s'inspirer de ce temps? Mieux, on a comme l'impression aujourd'hui... Les gens vous diront pourquoi les autres aussi ne vont pas s'inspirer des du cas du Bénin. Quand on a suivi un peu les débats qui ont prévalu lors du vote de ce code électoral en mars, on comprend bien qu'il y a un rapport de force qui se joue. Après, c'est un piège qui attend toutes les parties et toutes les formations politiques. Nous sommes dans une équation à plusieurs inconnus. Personne ne peut préjuger de ce qui arrivera en 2026. Et nulle part, il n'est aussi prévu, je dirais, ce qui sera fait si aucune liste ne réunit pas les 20% dans toutes les circonscriptions. D'accord, oui, sur cet aspect. C'est-à-dire que quand on arrive à se voir... face au mur, hein, on est bloqué, on note que les partis politiques n'ont pas réuni les 20%. En tout cas, le seuil, voilà, aucun n'a réuni. Quelle est la porte de sortie? Puisqu'on estime que quand on consulte le test, on ne trouve pas la solution. Bon, j'ai envie, pour vous répondre à cette question, et puis vous prouver que je n'ai pas les mêmes peurs que vous, en tout cas pas le même degré de peur que vous. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui peut arriver lorsque, à une élection présidentielle, on a fait le premier tour, le second tour, deux candidats qui sont là, qui ont franchi le seuil, en tout cas les rangs de premier et deuxième, et ils vont au second tour, les deux ont exactement le même point. Fait quoi? Donc, aucune loi ne peut être parfaite au point d'éliminer à 100% les situations de vide juridique ou bien d'équations juridiquement difficiles. Alors, 9 fois sur 10 ou à 99%, je ne crains pas, moi, qu'on en arrive à ce que les élections se tiennent, les élections législatives, qu'on sorte les résultats, que les institutions de la République fassent leur travail comme ça se le doit, et que les résultats qui vont être proclamés là disent aucun parti politique n'a atteint les 20%. C'est une possibilité. Si cela arrive, il y a des institutions qui sont chargées de régler. D'abord, déjà à ce niveau, vous verrez des partis politiques qui peut-être iront vers des réclamations. Parce qu'il y en a qui vont être très proches peut-être du seuil pour lever des sièges et qui voudront qu'on leur accorde peut-être tous les sièges. Parce que la loi n'interdit pas qu'un seul parti politique rafle tous les sièges à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi moi je ne suis pas de ceux qui font les débats d'émotions de toutes les façons. Vous voulez laisser entendre que la loi n'a pas prévu le nombre de partis qui doivent forcément siéger au sein de l'hémicycle. Si on en arrive à ce que la Sénat qui fait son travail, la Cour constitutionnelle, toutes les institutions font leur travail, et puis après qu'on ait nettoyé tout cela de là où il y a fraude, où il n'y en a pas, et qu'aucun parti politique n'a eu le seuil, n'a atteint le seuil pour lever des sièges, les institutions qui sont chargées de trancher vont trancher à ce moment. La Sénat va se... C'est-à-dire ils feront face au schéma qui se présente et ils vont décider en matière spéciale, ils vont prendre des mesures spéciales, ou bien au pire des cas, ce qui n'est jamais arrivé, ils peuvent déclarer que les élections ont eu des résultats futurs. D'accord. Quand déjà très tôt, entre mille choses, on a déjà cet aspect qui peut arriver. Pourquoi, comme le souhaite une frange de la population, un peu pour utiliser l'expression de Jules Léandre Kitty, pourquoi on ne peut pas se réveiller très tôt, n'est-ce pas, et proposer en même temps le mécanisme qu'il faut, n'est-ce pas, dès lors qu'on fera face à un schéma pareil, pour ne pas attendre qu'on soit, je dirais, face à cette réalité avant de commencer par réfléchir par mille et une manières avant de s'en sortir.
La question mérite d'être posée au législateur qui a beaucoup travaillé, mais qui a péché certainement par négligence ou manque de clairvoyance. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a que au niveau des tests qui gouvernent la réforme du système partisan, le député élu, par exemple, ne peut pas, au cours du mandat, changer de parti politique. Si nous allons en accord parlementaire et que nous décrochons des sièges, il reviendra à la Sénat de dire que tel député est élu peut-être sous la bannière de tel parti. Sous la bannière de tel, alors que nous savons que les voix qui leur ont permis. Oui, donc c'est des choses sur lesquelles on dirait qu'il a déjà le secret. Il dirait qu'il a déjà la réponse. Quelque part, j'ai comme l'impression qu'on recule. On recule parce que, si vous observez bien, quel est le mérite du législateur à exclure des forces politiques? D'accord. La question donc législative, pour moi, est une question de représentativité. C'est un peu comme la question du genre aujourd'hui où on prône... C'est-à-dire vous estimez que c'est ce que vous appelez exclusion, qu'il fallait peut-être laisser les partis compétir, le peuple lui-même va... En tout cas, les électeurs vont les éliminer. La rigueur législative aurait exigé que cette loi étant votée, qu'on interdise expressément. D'accord. Parlementaire, qu'on dit chaque parti va avec ses moyens et ses forces. Et comme ça, le jeu serait équilibré. D'accord, allez, la dictature du temps, je vais poser la toute dernière question à Jules Léandre Kitty. Je vous sentais vouloir réagir après une portion du développement de Prudent Nassehou. Quand, par exemple, on fait accord parlementaire qu'il faut la Sénat pour dire que, bon, tel député est élu sur la bannière de telle formation politique et autres, alors que les électeurs, eux, ils savent pourquoi il avait élu et pour quelle coloration on le désignait en son temps. Non, je pense qu'il faut analyser, il ne faut pas regarder, il ne faut pas être en même temps en train de dire l'esprit de la loi et s'enfermer dans la loi. La réforme voulait régler quel problème? Il faut de grands ensembles. Il faut moins de partis politiques. Donc, il faut créer des conditions qui poussent démocratiquement des gens vers ces grands ensembles. Il me semblait un critère objectif, les 10% au plan national. Oui, maintenant, on veut des partis politiques également qui travaillent progressivement à être représentatifs véritablement au plan national. D'accord. Il faut créer des conditions... Et quand ils sont bloqués, ils se mettent ensemble. Et quand ils peuvent aller se diviser, ils peuvent aller se chamailler par exemple d'avoir gagné l'Assemblée nationale après, une fois qu'ils ont gagné les sièges. S'il vous plaît, la brèche a été ouverte. Oui. Si un parti politique, au même moment où vous permet les accords en amont, vous avez la possibilité aussi de ne pas faire ces accords. Je suis d'accord. Et donc, si chaque parti politique se sent fort pour avoir les 20% partout, personne ne les en empêche. Aucun parti n'est si fort pour le faire. Très bien. De la même manière, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Les premiers à être conscients de ce qu'il y a ce risque-là, de ne pas avoir les 20% partout, c'est les partis politiques. C'est eux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, ne leur demandez pas d'être suffisamment inintelligents pour venir légiférer comme vous le souhaitez pour des questions morales ou des questions d'éthique. Et puis l'électeur qui a voté, quand un parti politique, vous avez donné des chiffres tout à l'heure, si on met les suffrages ensemble dans une circonscription électorale, le parti politique qui, dans 23 circonscriptions électorales, a eu la majorité, et que dans une circonscription électorale, qu'un autre parti en accord avec lui a apporté un peu de suffrage, pour que le parti qui a apporté un peu, même c'est qu'il faut prier pour que finalement, le un peu là, puisse lui donner peut-être droit à un siège. Et quand ils vont à l'Assemblée nationale, puisque tout au moins, dans les courants politiques à l'Assemblée nationale, la même réforme empêche que un député opposant, un matin, devienne mouvancier et un autre vice-versa. Eh bien, ça c'est dans la forme, parce qu'on peut démissionner et être non-inscrit. Et quand on est non-inscrit, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas. Pourquoi vous voulez également que la réforme, là, en un temps record, règle tous les problèmes d'éthique, d'éducation et de mauvaise éducation politique de votre analyse, que les gens ont plus de problèmes qu'elle ne règle. Non, le problème que le code pose, selon moi, des partis politiques, le seul problème que le code crée, selon moi, vous n'en trouvez qu'un seul. C'est qu'il s'est il s'est trouvé des acteurs politiques depuis 1990 au sorti de la conférence nationale pour refuser de réfléchir aux mutations qui vont s'imposer 30 ans après et qui sont surpris parce que quelqu'un est venu au pouvoir
il a découvert que des gens, ils sont dans les nuages, Oui. et qui s'est dit, il faut aller pour la phase transitoire, il faut aller avec force pour qu'ils rentrent dans la dynamique. Vous allez voir, après 2026, ce sont ces députés-là qui vont dire, réajustons un certain nombre de choses. Peut-être qu'ils vont encore améliorer. Je vous ai et aller dans un l'autre peu sens. de mots pour conclure. Sinon, on avait besoin de forcer la main aux gens. Je suis totalement d'accord avec vous que notre démocratie est beaucoup mieux pour être encore à ces épreuves, je dirais, de début. En principe, après 30 ans, 25 ans de démocratie, on devrait être à un niveau où on a réglé ces problèmes d'interrogation, de questionnement à la veille de chaque élection. Il faut qu'on aille, la Sénat est là, mais après, il y a les tests qui gouvernent les élections qui ne sont pas de nature à ce que nous organisions des élections pacifiques depuis un certain temps. Et donc, nous sommes tous d'accord qu'il y a beaucoup d'interrogations qui sont, je dirais, issues de l'interprétation de ce code qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, relire après 2026 éventuellement, sinon peut-être même avant. S'il y a beaucoup de jeunes qui vont là-bas à bas de 2026, ils vont comprendre que l'avenir, c'est devant eux. Ils vont légiférer dans ce sens. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 BD. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain matin, demain mercredi, vous avez la rediffusion autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.